Parce que la sécurité des enfants n'attend pas, l'Aviso, l'Organisation internationale des femmes sionistes, sollicite votre générosité. Les 26, 27 et 28 mars, vous pourrez permettre aux petits Israéliens de bénéficier de meilleures conditions d'accueil en crèche. Et pour en parler, nous accueillons Alexa Amram, présidente de l'Aviso Marseille et vice-présidente de l'Aviso nationale. Bonjour Alexa. Bonjour Magali. Alors l'Aviso a été créée bien avant 1948 au Royaume-Uni et dès ses débuts, sa raison d'être a été d'œuvrer pour les femmes, les enfants et les jeunes en échec scolaire. Absolument, l'Aviso va fêter ses 103 ans en juillet et effectivement au départ l'idée vient des femmes de sionistes qui ont voulu libérer les femmes qui étaient présentes, les pionnières, pour les libérer de leurs contraintes domestiques et qu'elles puissent prendre une part active à la construction du pays. Et depuis, l'Aviso œuvre en ce sens pour les femmes et les enfants en Israël. Bien sûr, et parmi ces pionnières, l'épouse d'un ancien ministre d'Israël, je crois. Absolument. Alors l'Aviso est le principal partenaire social de l'État d'Israël. En quoi consistent ces actions à Marseille et en France ? L'Aviso France, elle a surtout pour objectif de collecter des fonds pour soutenir les institutions Viso en Israël. Donc là, notre objectif est de collecter un maximum. Et effectivement, nous sommes le premier partenaire social privé d'Israël et nous devons aider nos institutions Viso pour leur fonctionnement. Il faut saluer ces actions entreprises par les femmes. Absolument. Alors pendant la pandémie, l'opération menée par l'Aviso a été déterminante pour les enfants du lycée Maya Rosenberg à Rehovot. Quel bilan faites-vous de cette opération ? Oui, en 2020, c'était la première fois que le directeur du lycée Maya Rosenberg faisait appel à l'Aviso pour des besoins alimentaires. Il s'était rendu compte qu'il y avait des enfants qui ne pouvaient plus se nourrir correctement et que en dehors, souvent le seul repas qu'ils avaient, c'était le repas que l'école leur fournissait. Donc on a effectivement relevé le défi et on a sollicité nos viséennes, leurs amis, leurs familles, et on a collecté 250 000 euros, plus de 250 000 euros, et qui ont aidé à ces jeunes à pouvoir avoir des repas, plusieurs repas par jour. Et donc ils avaient un repas à l'école et en plus de ça, ils pouvaient repartir avec un repas pour la maison. Le coût de la vie est en effet bien plus important en Israël qu'en France. Absolument. Alors cette année, vous avez pour objectif de renforcer la sécurité des crèches israéliennes qui ne sont plus aux normes à Jérusalem mais Beersheva. Voilà, il y a plusieurs abris de crèches qui ont besoin d'être rénovés. Donc il faut s'imaginer ces crèches qui sont un peu vétustes, et surtout ces abris qui datent de 1950 et qui ont besoin d'être rénovés, d'abord d'être remis aux normes sécuritaires et ensuite aménagés en un espace accueillant et rassurant pour les enfants qui se trouvent dans ces crèches. Et alors l'argent récolté sera aussi utilisé pour réaménager les crèches de façon à diminuer chez les enfants le traumatisme généré par les roquettes tirées régulièrement depuis Gaza. Absolument. Voilà. L'objectif, c'est effectivement bien entendu de préserver la sécurité des enfants qui se trouvent dans ces abris et en même temps de limiter les traumatismes psychologiques et l'impact de ces situations assez anxiogènes. Donc les abris vont être aménagés avec du nouveau matériel pédagogique, vous savez, très coloré, avec les tapis en mousse, les piscines à balles. Donc ce sera un lieu qui sera d'abord connu par les enfants parce que c'est aussi une salle d'activité où ils iront au quotidien, qu'ils pourront utiliser au quotidien. Donc finalement, l'impact de ces situations, vous savez, il faut s'imaginer, les sirènes retentissent, Bien sûr, c'est traumatisant. Les élèves, les élèves, les enfants, on parle d'enfants qui ont entre 3 mois et 3 ans. Donc même pour le personnel, c'est important et rassurant de savoir qu'elles ont une structure adaptée pour ces situations. Tout à fait. Il y a combien s'élèvent les travaux de rénovation et l'achat d'un abri pour sécuriser les crèches ? Alors l'abri est lié, la rénovation, les coûts s'élèvent à 25 000 euros. Donc on parle de travaux de sécurisation avec un renforcement des murs avec un revêtement spécial, une application de mousse isolante, les travaux purs et l'acquisition de ce matériel pédagogique. Donc 25 000 euros par abri. Il y en a 4 à financer en urgence, 2 à Beersheva, donc le sud donc 100 000 euros, le sud d'Israël qui est proche de Gaza et qui est souvent la cible la cible la plus proche
des lieux duquel sont tirées ces requêtes, et 2 à Jérusalem. Oui, le coût est élevé, il est donc essentiel de se mobiliser. Il est essentiel de se mobiliser. Il y a d'autres crèches qui ont besoin, donc si les dons dépassent notre objectif, ils seront bien évidemment redistribués, attribués à d'autres crèches qui ont besoin d'être rénovées également, d'autres abris, pardon. Il me reste à vous demander, Alexa, comment peut-on participer à ce financement ? Alors, vous pouvez retrouver le lien en participation avec Charity. Donc, le lien pour faire un don, c'est charity.com/visofrance. Vous pouvez vous rendre sur le site viso.fr, sur nos pages Facebook, la page Facebook Viso Marseille ou Viso France, et également le compte Instagram Viso France. Et là, on peut également donner à la Viso sous forme de don ? Absolument. On peut donner toute l'année sous forme de dons, de legs. Ce sera bienvenu pour nos enfants en Israël. Eh bien, merci beaucoup, Alexa, pour cette interview. On espère que cela mobilisera la générosité. Oui, on espère aussi. Et je remercie également toutes les ambassadrices de l'opération qui sont mobilisées ces 3 jours pour... toutes les Viséennes. Voilà, une partie des Viséennes qui va solliciter son entourage pour collecter cette somme et atteindre notre objectif. Que de belles initiatives. Merci. Merci Magali. Parce que lutter contre l'exclusion est une priorité, l'ancien Premier ministre Jean Castex, président national de la Fondation Agir contre l'exclusion, effectue une visite de 2 jours à Marseille dédiée aux actions sur le terrain avec les entreprises pour l'inclusion et l'égalité de tous. Monsieur le Premier ministre, bonjour. On connaît votre attachement à l'intérêt général. Vous êtes depuis hier à Marseille et les chefs d'entreprise que vous rencontrez vous font part des difficultés de Marseille et de ses besoins. Quelles sont leurs préoccupations? Merci beaucoup. Leurs préoccupations, ils sont alignés, j'allais dire, sur celles du territoire, parce que ce sont des entrepreneurs qui vivent la vie de Marseille et de ses difficultés. Vous le connaissez, des taux de pauvreté supérieurs aux moyennes nationales. Aussi une jeunesse plus nombreuse. C'est une caractéristique propre du territoire. Des quartiers nord un peu en difficulté. Donc l'objectif de la Fondation FACE, nationale et ici à Marseille, c'est de faire le lien, de brancher, si je puis dire, le plus de dispositifs d'actions d'entreprise pour essayer de surmonter ou en tout cas de faire diminuer ces difficultés. Alors justement, ces difficultés, en fait, elles existent quand même déjà dès le plus jeune âge. Comment essayer de pallier à ce niveau-là? C'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire l'implication de FACE auprès des plus jeunes. J'étais ce matin même avec des collégiens au collège Jean Rostand dans les quartiers nord de Marseille, l'implication de FACE pour leur faire passer aussi des messages de confiance. On leur montre le monde de l'entreprise, les possibilités qui s'offrent à eux, que souvent ils ignorent, ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas toujours des moyens d'accès à l'information comme d'autres. Donc c'est possible, on a besoin de vous, vous avez des qualités. Évidemment, il faut travailler, il y a un certain nombre de valeurs à respecter, mais on va vous accompagner, on va vous ouvrir des horizons, on va surtout essayer de vous donner confiance. C'est de la considération personnelle et c'est cette interpénétration entre le monde d'entreprise et l'éducation nationale qui, effectivement, par rapport aux problématiques de la jeunesse, nous permettra de progresser. Alors on disait souvent ils sont très éloignés du monde de l'entreprise. C'est convaincant là ce que vous avez vu? En tout cas, ça s'appelle ce qu'on appelle une cité éducative. Une cité éducative, ça consiste à ouvrir justement les établissements d'éducation nationale sur leur environnement. L'entreprise fait partie de l'environnement. Et ce que j'ai vu ce matin, oui, je l'avais vu ailleurs, mais là, c'était particulièrement précieux avec une principale de collège très engagée. On a vu les parents, on a vu ses enfants. Cette entreprise locale qui est très présente. Et c'est, je le dis aussi, un apport beaucoup pour l'entreprise elle-même, pour ces salariés qui donnent de leur temps, parce que leur entreprise leur permet au bénéfice de ces jeunes. C'est un peu du gagnant-gagnant. Merci. Ce temps d'antenne est aussi l'occasion de lancer un appel aux entreprises qui veulent soutenir la Fondation en leur proposant de verser leur taxe d'apprentissage à FACE. Exactement, oui. Nous avons besoin des entreprises. L'objet de FACE, effectivement, je le dis, c'est d'entraîner, au titre de ce qu'on appelle le RSE, responsabilité sociale et environnementale, le plus possible d'entreprises dans la lutte contre toutes les formes d'exclusion et de discrimination. Le club FACE Sud-Provence est un club très dynamique, il existe depuis 29 ans. Notre objectif, c'est que 300 entreprises, grandes ou petites,
du tissu local, du tissu marseillais adhèrent d'une façon ou d'une autre, apportent à face par le biais de la taxe d'apprentissage, mais il y a aussi les compétences de leurs collaborateurs. C'est pas forcément de l'argent, c'est du temps, mais du temps mis pour les autres, pour les publics les plus en difficulté, pour les femmes qui ont des difficultés d'insertion. Là encore, c'est au bénéfice de l'intérêt général. Et c'est un apport pour un ancien Premier ministre, cette fonction? J'apprends beaucoup et j'essaie de donner l'expérience que j'ai moi-même accumulée. Le but est toujours le même, hein, que la République et la société fonctionnent un peu mieux. La sortie de la rédaction. Jusqu'au 23 mars, la Convention nationale du consistoire en Israël est une belle opportunité pour la délégation du consistoire central de rencontrer différentes personnalités. Et pour évoquer ce séjour, nous accueillons Marc Memoun, porte-parole du consistoire israélite de Marseille. Bonjour Magali, bonjour aux auditrices, aux auditeurs, bonjour à vous tous et merci beaucoup donc à la radio de m'interviewer, de voir la gentillesse de me téléphoner depuis Israël où donc je participe avec la délégation marseillaise à la convention nationale du consistoire israélite de France. Voilà Magali, donc un ressenti, tu m'en as ressenti, tu sais, comme beaucoup de gens dans la communauté, je viens très très régulièrement en Israël. Et à chaque voyage, il y a quelque chose qui nous arrête, qui nous interpelle, qui nous rappelle beaucoup de choses, une histoire, une émotion, une tendresse, un attachement au pays qu'il est difficile d'exprimer. Et c'est la première fois que je participe à une convention nationale. Et donc j'en remercie d'ailleurs le président du consistoire central israélite de Marseille, monsieur Eli Korshia, ainsi que le grand rabbin de France, Raïm Korsia, qui nous ont fait vraiment passer 4 jours inoubliables, exceptionnels. Inoubliables pourquoi ? D'abord parce que nous avons réuni beaucoup de gens des communautés différentes de France. Nous étions près de 300 personnes et beaucoup de politiques, d'élus, des maires, de vice-sénateurs, des gens qui venaient la plupart pour la première fois en Israël. Et je crois que c'est là-dessus que je vais m'arrêter un petit peu parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec ces gens-là. Ces gens qui sont venus peut-être avec un petit a priori en Israël sans avoir vraiment où ils allaient, sans savoir, parlant d'insécurité, de pas mal de questions que vous imaginez bien. Et ces gens-là, croyez-moi, au bout de 4 jours, ils ont vu la réalité des choses. Ils ont vu un pays où il y a de l'amour, où il y a des échanges, un pays paradoxal aussi, où il y a parfois des discussions, où il y a parfois des incompréhensions. Mais ils ont compris une chose, c'est que les gens de ce pays aiment leur pays. Ils aiment leur terre, ils aiment leur peuple, ils aiment leur communauté et ils aiment les autres communautés aussi avec lesquelles ils voudraient et souhaiteraient vivre en parfaite harmonie. Et ça, ils l'ont bien compris et ils ont compris que parfois la politique que nous entendons depuis la France ou d'autres pays est peut-être erronée ou dirigée tout simplement, mais ça on le savait depuis très longtemps. À travers ce voyage, Magali, écoute, on a passé 2 jours à Jérusalem, ville de merveille, la ville pour laquelle on se bat, Jérusalem, donc la capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Ça, je crois qu'ils l'ont compris aussi, qu'on lâchera jamais Jérusalem. Donc à travers Jérusalem, nous avons fait un petit peu beaucoup de choses, je veux dire, assez typiques. On a mangé à Machane Yehuda, on a rencontré des hautes personnalités, on a rencontré le président de la Knesset, nous sommes allés à la Knesset, nous sommes allés à Yad Vashem où il y a des pleurs qui sont tombés, nous avons visité avec des guides exceptionnels et ça je remercie encore les organisateurs pour les guides qui ont été à nos côtés pendant 4 jours. Ils nous ont rappelé l'histoire, ils nous ont fait des témoignages, ils nous ont rapporté des récits. Et tout ça, ce sont des choses qui est même difficile d'exprimer, mais qu'on a ressenties de manière très très forte. Donc après ces 2 journées exceptionnelles sur Jérusalem, nous avons eu droit plus à chacune de nos soirées des spectacles exceptionnels. Le premier soir, nous avons eu droit à une pianiste classique et jazzy en même temps. Le lendemain soir, nous étions donc à Kikar Musica, une place assez belle à Jérusalem, où donc tout est autour de la musique et de la culture. Et là, nous avons eu droit à retrouver nos chansons d'avant avec un groupe de musiciens israéliens qui nous a rappelé un petit peu toute notre jeunesse et toutes les années 70-80 de ces musiques qui nous faisaient chanter et danser à l'époque et qui nous ont aussi réveillé de très bons moments à ce moment-là. Donc ensuite nous sommes allés sur Tel Aviv, nous avons passé 2 jours à Tel Aviv et là une chose exceptionnelle, j'ai visité le village d'Abou Ghosh que je ne connaissais pas. Je sais que tu en as parlé Magali, je sais que tu as eu le père Olivier, un monsieur ouvert, tolérant et intelligent, et où on a vu la culture et le mélange des 3 religions, puisque le maire d'Abou Ghosh est un musulman, une communauté chrétienne y est installée et la communauté juive vit aussi dans pleine harmonie. Donc je ne vais pas m'attarder sur Abou Ghosh parce que je sais Magali que tu as fait une interview avec le père Olivier et dont tu as dû résumer pas mal de choses là-dessus.
Ensuite, nous sommes allés visiter des grottes archéologiques, quelque chose d'exceptionnel, où il y a une histoire aussi derrière tout ça, puisque tout ce qui a trait à la terre d'Israël a une histoire avec, depuis la Bible à nos jours. On est allé aussi à un endroit où il y a eu la bataille entre David et Goliath, donc on a vu ça de près, on a pu imaginer tout ce qui s'est passé à ces moments-là. On a passé un moment aussi avec le KKL, où il y a eu une commémoration à l'hommage de toutes les victimes françaises. Et bien sûr, on a eu aussi le plaisir d'avoir le consul général de France, et nous avons aussi été reçus par l'ambassadeur, Monsieur Danon, dans sa résidence personnelle. Alors il y a eu, comme tu le comprends dans ce voyage, beaucoup de moments d'émotion, beaucoup d'histoires, beaucoup de rappels, beaucoup de projets, beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité. Et puis c'est vrai que l'ambassadeur, bon évidemment qu'ils ont eu des discours politiques, on ne peut pas leur en vouloir, c'est leur métier, mais il a quand même osé nous rappeler quand même qu'il était juif, de grands-parents, de parents juifs, d'expliquer que c'est la première fois qu'il y avait un ambassadeur juif en France, et que peut-être que c'était une petite barrière, une petite frontière, peut-être pour les relations franco-israéliennes à laquelle il faut croire. Voilà, là c'est un discours un peu politique, je ne vais pas en rentrer là-dedans, mais il nous a reçus avec une énorme gentillesse, et ça on ne peut pas l'oublier, et il faut le souligner quand même. Ensuite, à Jérusalem, à Tel Aviv, nous avons eu 2 soirées exceptionnelles. La première, un concert autour d'un violon, d'un pianiste et de Francis Huster, Monsieur Francis Huster, qui a fait un aller-retour en Israël pour nous donner le meilleur de lui à travers des lectures qui étaient appropriées à des films, à des histoires et bien sûr à la commémoration de tout ce que le peuple juif a pu vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et hier soir, un grand spectacle qui s'appelait 100% Goldman dans un théâtre à Neve Tzedek, et tout ça donc grâce à l'organisation de Eli Korsia et du grand rabbin de France, Raïm Korsia. Donc la délégation marseillaise a passé 4 jours exceptionnels. Il y avait le grand rabbin de Marseille qui était avec nous aussi, Monsieur Oana, le président du consistoire israélien de Marseille, Michel Cohen-Tenouji, une délégation qui était là, et puis 300 personnes autour de nous et avec nous. Voilà Magali, j'espère avoir fait un résumé. De tout ça, je conseille à tous les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas encore allés en Israël d'y venir, de prendre un guide s'il le faut, de vous rappeler que la terre d'Israël, le peuple d'Israël, la Torah d'Israël, s'ils sont là, ils sont là pour nous. Et même si parmi nous, beaucoup de gens ne sont pas encore là en Israël, sachez que si nous pouvons vivre notre judaïsme, notre judaïcité dans la diaspora du monde entier, c'est parce qu'il y a ici des gens qui se battent, non seulement pour la terre et le pays d'Israël, mais aussi pour toute la communauté juive et le peuple juif dans le monde. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses, une bonne fin de semaine, et je vous donne rendez-vous bien sûr mercredi prochain pour l'émission L'Averad, l'émission du consistoire, où je recevrai Céline Sadoun qui était avec nous pendant ce voyage et qui est la directrice du consistoire israélien de Marseille. Voilà, une bonne journée à vous tous, une bonne fin de semaine, un bon Shabbat, et Yom Rosh Chodesh aujourd'hui, donc j'espère que tout le monde va le fêter aussi. Je vous embrasse et à très vite, au revoir.